Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeurs, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu
qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasses d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Tu as prévu de passer tes vacances d'été en Afrique. Ta destination finale sera le désert du Sahara. Il est situé dans le nord du continent et s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Tu es impatient de monter à dos de chameau et de découvrir les très riches cultures de la région. Après un long voyage en avion, te voilà enfin arrivé. Tu es dans le plus grand désert chaud du monde. Savais-tu qu'il fait 9,2 millions de kilomètres carrés? Après avoir bu des litres d'eau glacée, tu es enfin prêt pour ta première aventure. Ton guide te propose de choisir. Tu peux choisir 2 semaines à visiter différentes oasis ou tu peux aider les locaux à résoudre un mystère persistant. Au plus profond du désert, non loin de la ville de Fogaret-Ezwa, quelque chose de très étrange t'attend. Un ensemble d'immenses cercles sont dessinés dans le sable. Il y en a des dizaines et ils s'étendent sur des kilomètres en ligne droite.
On les a découverts grâce aux images de Google Earth il y a plusieurs années de cela. Et depuis lors, ils font l'objet de débats sans que personne ne parvienne à percer leur mystère. Le plus curieux, c'est qu'ils se trouvent à des kilomètres de toute activité humaine, loin des villes et des routes. Le moyen le plus rapide d'en savoir plus sur cet étrange phénomène est de poser des questions. Alors tu prends ton carnet et tu pars interroger les gens du coin. N'importe qui peut être utile. Les géographes comme les anthropologues, les doyens des villages, les historiens. La première personne à qui tu parles est un cartographe. Tu dois savoir si ces cercles sont authentiques ou ne sont qu'une erreur d'imagerie satellite. T'adresser à ceux qui travaillent pour Google Earth est donc une bonne idée. Et tu apprends que les cercles sont bien réels. On peut les voir sur des photos prises à différentes époques. Ensuite, il te faut comprendre pourquoi ils sont là. Au bout de 2 jours d'interview, tu as une première piste. Ces cercles pourraient être le résultat de l'activité pétrolière. Selon les experts, cette hypothèse est tout à fait plausible. L'Algérie est riche en ressources naturelles, tu te dis donc que c'est possible. En général, lorsque les compagnies souhaitent savoir si le sol vaut la peine d'être creusé, elles font d'abord appel à des sismologues. L'analyse sismique d'une région consiste, entre autres, à propager les ondes dans le sol. Selon les résultats obtenus, on peut savoir ce qui se trouve sur la surface. Il est donc possible que ces marques aient été causées par des appareils modernes. Avons-nous là une réponse à notre mystère? Pas tout à fait. Comme tu le sais, le désert du Sahara est l'une des zones les plus sèches de la planète. Les températures moyennes en été y dépassent les 40 degrés Celsius. Pour survivre, les habitants doivent par conséquent avoir accès à de l'eau. Ces cercles pourraient donc tout aussi bien être ce qu'ils restent depuis très anciens. Encore une fois, je dirais que c'est assez plausible. Et si on vérifiait tout ça? Certains anthropologues ont convenu que ces cercles pourraient être d'anciennes fogaras. La fogara d'Afrique du Nord est une méthode de captation d'eau vieille de 2500 ans. C'est un type de kana, une galerie souterraine spécifique à cette région septentrionale. Les habitants creusaient d'abord un premier puits suffisamment profond pour accéder aux nappes souterraines. Ensuite, ils creusaient des puits parallèles à des distances régulières. Puis, ils creusaient une galerie pour relier leur village au puits. Grâce à la seule gravité, l'eau s'écoulait du puits vers la ville. Cette technologie traditionnelle fournissait de l'eau aux cultures, au bétail et aux humains. Ce sont vraisemblablement ces puits qui ont rendu possible la création d'oasis artificielles. Le nom même de la municipalité la plus proche en est une indication. Fogaret Ezoa provient sans doute des fogaras, ces anciens puits. Te voilà donc sur une très bonne piste. Tu décides de t'y rendre pour en juger par toi-même. Tu montes dans un car, tu t'assieds et tu profites du voyage. Le nord de l'Algérie regorge de villages très anciens. Tu aperçois même des vestiges de puits pendant ton trajet, juste à la périphérie des villages. En consultant les images satellites de Google, tu te dis que ces marques sont très certainement dues au Kana, une série de trous creusés sur plusieurs kilomètres. Mais dès ton arrivée, tu te rends compte que tu te trompes. Dale Lightfoot, l'un des plus grands spécialistes des Kanas de la planète, a déclaré que ces cercles n'étaient absolument pas des fogaras. Même les images satellites le confirment. Oh oh, nous étions pourtant si proches! Apparemment, les Kanas et les fogaras n'étaient pas creusés en ligne droite. Et ils n'avaient en aucun cas la forme de cercle. Le fait qu'aucune ville ne semble reliée à ces marques est un indice de plus. Ces cercles étaient vraiment très éloignés de toute activité humaine. Et les Kanas servaient exclusivement à approvisionner les villages. C'était quand même bien tenté. Tu es sur le point d'abandonner tes recherches, mais tu décides de faire une toute dernière excursion. Les préparatifs prennent plusieurs jours. Véhicules tout-terrain, nourriture, équipement. Tout cela pour enfin percer le système des cercles du Sahara. Le premier jour, tu parcours plus de 160 km dans le désert. Cette partie du monde a toujours titillé ta curiosité. Les dunes dorées sont impressionnantes. Et le ciel nocturne est extraordinaire. Tu peux admirer toute la Voie lactée de là où tu es. Tu t'installes et tu passes toute la nuit sous la voûte étoilée. Le lendemain, la tension est palpable. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Que faire? Par chance, tu as eu le temps de noter les coordonnées des cercles sur ta carte Google. Et par surprise, tu peux tout consulter sans connexion. Tu suis les coordonnées, mais tu te perds. Tu commences à être nerveux. Tu te dis que tout a été en vain. Mais avec ton équipe, vous remontez dans la voiture et vous roulez encore quelques kilomètres au-delà des coordonnées indiquées sur ton téléphone.
Au bout d'un trajet très chaotique, tu n'en crois pas tes yeux. Tu as devant toi un immense cratère dans le sable. Il est entouré de 12 trous plus petits. Du ciel, ça ressemble à une horloge, sans les aiguilles bien sûr. Mais de ta position, les marques sont à peine visibles. Tu aurais pu passer devant sans les voir. En explorant la zone, tu remarques quelque chose de similaire dans tous ces trous. Des câbles de métal, de longs câbles que tu peux tirer du sol. Comme ils sont profondément enterrés, tu commences à creuser, et quelque chose commence à apparaître. Oh oh, on dirait de la dynamite. En voilà une surprise. Mieux vaut arrêter de creuser et éviter un accident. Tu es satisfait de ce que tu as découvert, mais toujours curieux. Que fait là toute cette dynamite? D'où provient-elle? Ton aventure est sur le point de prendre un tour nouveau. En marchant vers ta voiture, tu vois quelque chose qui brille par terre. Tu t'approches de l'objet avec curiosité. Il est arrondi, tout rouillé et ressemble à une boîte de sardines. Qu'est-ce que ça fait ici? Il s'agit d'un nouvel indice sur le mystère des cercles. À tout hasard, tu le ramasses et l'emportes avec toi. De retour en ville, les différentes pièces du puzzle commencent à t'apporter des réponses. Tu montres tes photos et la boîte de sardines à des experts locaux. Ils analysent tout ce matériel et te livrent un verdict étonnant. Il s'avère que tu étais sur la bonne piste dès ta première hypothèse. Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi était-il nécessaire de continuer à creuser? Eh bien, parce que cette hypothèse n'était qu'à moitié correcte. Les cercles du Sahara n'ont rien à voir avec la prospection sismique. À l'époque de leur formation, cette technologie n'existait même pas. Mais ils sont assurément liés à l'exploration pétrolière. On remplissait autrefois la terre de dynamite pour trouver de l'or noir. Ce sont les entreprises de prospection des ressources souterraines qui sont à l'origine de ces cercles. Et les boîtes de sardines? Ce sont les ouvriers chargés des travaux qui les ont laissées là. Il fallait bien qu'ils mangent, n'est-ce pas? En analysant la conserve, on a constaté que toute cette histoire remonte aux années 50 et 60. Les cercles ne sont donc pas si anciens que ça. Ils sont même plutôt modernes. Eh bien voilà. J'espère que tu t'es amusé à nous suivre dans la résolution de ce mystère. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max. Chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez. Car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières. Et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique. Un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans.
Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes s'étaient nés si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples,
Il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Au Royaume-Uni, il y a environ 115 000 boîtes aux lettres, dont certaines se trouvent dans des endroits plutôt étranges. Regardez ici, nous sommes sur un tronçon désert de la lande de Caithness. Et là, en plein milieu de nulle part, entre cette carrière et la lande, nous trouvons encore une boîte aux lettres solitaire. C'est Chris Aitken, un enseignant de la région, qui est tombé sur cette bizarrerie près de Worth Hill, à proximité de John O'Groats. John O'Groats est un petit village à 4 km au nord-est de Canis Bay, dans le comté historique de Caithness, en Écosse. Le village lui-même est populaire auprès des touristes, mais seulement environ 300 personnes y habitent de manière permanente. Cependant, on y trouve quand même une jolie boîte aux lettres. Mais qui donc a tant besoin d'un tel service sur une colline perdue? Quand Chris a partagé sa photo sur Internet, quelqu'un a lancé une théorie. Il y a quelque temps, un entrepreneur vendait de minuscules parcelles de terrain autour de Camster. Il prétendait que les acheteurs deviendraient les seigneurs de leur petit bout de terre. Cela explique-t-il la présence de cette boîte aux lettres? La boîte, fièrement estampillée « Propriété de John O'Groats », porte également le nom de Thorsten Sommer ainsi qu'une adresse en Allemagne. Il y a un code PIN sur le devant, mais lorsque Chris l'a ouverte, tout ce qu'il a trouvé était un lien vers un site web. Le site présente des photos de Sommer agitant un drapeau écossais et parlant de son amour pour l'Écosse, se qualifiant lui-même de vieil écossais. Chris a essayé de se renseigner via le site web, mais il n'a jamais reçu de réponse. Cela pourrait être lié à l'achat rapporté par Sommer d'une petite parcelle de terrain, mais la vente de titres de propriété écossais est souvent perçue comme de l'escroquerie, car l'acheteur ne reçoit en vérité aucun titre légal. La zone autour de Worth Hill a également connu récemment une intervention policière, après la découverte d'un corps dans les environs. Doit-on faire un lien avec cette mystérieuse boîte aux lettres? Mais laissons ces histoires aux vrais inspecteurs et détectives. Et plongeons à présent dans la haute couture, d'accord? Vous êtes peut-être tombé sur cette image loufoque qui fait le tour d'Internet, et selon laquelle il y aurait une boutique éphémère Prada dans le désert du Texas. Eh bien, c'est en quelque sorte vrai et faux tout à la fois. Oui, il y a bien une boutique, en quelque sorte. Elle présentait toute une gamme de produits Prada pour une valeur approchant les 80 000 $. Et devinez quoi? C'est Miuccia Prada elle-même qui avait choisi les articles. Mais il n'était pas possible d'y acheter quoi que ce soit. Pas de caissier, pas de vendeur. C'était comme si l'endroit était fermé de manière permanente. La surprise? Il s'agissait en réalité d'une installation artistique, fabriquée entièrement à partir de matériaux biodégradables. Elle a été conçue pour se fondre progressivement dans la nature, une métaphore amusante de notre culture consumériste moderne. Mais pourquoi exposer des biens que personne ne peut acheter? Une métaphore pour le charme insaisissable du luxe. Elle était destinée à se détériorer tranquillement. Mais l'engouement créé a suscité un flux si inattendu de visiteurs que les choses ont vite dégénéré. Après avoir tenté de repousser plusieurs voleurs potentiels, les artistes ont dû admettre leur défaite. Désormais, le lieu se laisse docilement photographier et attire toutes sortes de personnes, des touristes comme des célébrités. Bien, vous pouvez trouver un sac de marque dans le désert, mais pouvez-vous, disons, trouver une voiture dans les grottes galloises? La réponse est oui, mais vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule voiture, mais d'un grand nombre de véhicules.
la caverne des âmes perdues est une grotte abandonnée nichée dans le joli pays de Galles. Autrefois, c'était une mine ardoisière. Les ouvriers y extrayaient des tonnes d'ardoise, qui partaient ensuite aux quatre coins du pays sur les voies étroites de la région. Mais lorsque cette industrie a disparu il y a de cela plusieurs décennies, la mine a été fermée. Si vous osez y entrer, ce que je ne recommande franchement pas, vous découvrirez deux grandes salles, et l'une d'entre elles est particulièrement remarquable. La salle principale s'enfonce à environ 20 mètres de profondeur, et est en partie submergée, avec juste une petite ouverture au-dessus. Depuis la fermeture de la mine, les habitants et le conseil municipal ont profité de cette ouverture pour jeter toutes sortes de choses indésirables dans la mine. Vous trouverez de tout, des réfrigérateurs, des télévisions, et même des voitures entassées dans un coin. Ce qui rend la caverne des âmes perdues si spéciale, c'est le faisceau de lumière qui plonge en son cœur, éclairant l'énorme tas de voitures et de métal saccagé. L'eau, lorsque cette lumière vient la toucher, brille d'un vert turquoise éblouissant, et on peut voir de magnifiques reflets sur sa surface immobile. De temps en temps, un fragment d'ardoise tombe dans l'eau, brisant le silence et envoyant des ondes dans toute la caverne. Voici une autre découverte étrange faite au pays de Galles. Un monolithe argenté et brillant de 3 mètres est récemment apparu sur Hay Bluff à Powys, et il a vraiment piqué la curiosité des internautes. C'est au cours d'une randonnée qu'un certain Craig Muir est tombé dessus par hasard, et il a affirmé qu'il semblait tout droit tomber de l'espace. Il est fait d'acier chirurgical, ne porte aucune marque et est extrêmement bien fabriqué, sans soudure visible. La découverte de ce randonneur rappelle ces mystérieux monolithes qui ont surgi un peu partout dans le monde en 2020, créant un certain émoi sur Internet. Richard Haynes, un habitant de la région, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une installation scientifique, mais le règlement du parc national interdisant les structures non autorisées, il se peut bien qu'il ne reste pas là très longtemps. Comme il n'y a aucun sentier dans les environs immédiats, Muir suppose qu'il a pu être amené ici par un groupe de personnes ou même déposé par un hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'un tel monolithe est apparu de manière si étrange. On en a aperçu de semblables dans l'Utah, sur l'île de White, et même à Glastonbury Tor. L'un d'eux portait une marque humoristique, pas Banksy. Il est toutefois possible que cet artiste célèbre en soit l'auteur. Le Royaume-Uni est le pays où l'on trouve le plus grand nombre d'œuvres de Banksy. En 2023, il y en avait 70. Rien d'étonnant, puisqu'il serait apparemment britannique et est né à Bristol. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est le désert non polaire le plus sec de la Terre, présente une vue étrange au kilomètre 1309 de la route panaméricaine. Une main géante en ciment qui s'élève à 11 mètres au-dessus du sable. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monstre sorti de terre pour vous attirer par les chevilles dans un monde souterrain. Ce n'est pas non plus la relique ancienne d'une civilisation perdue. Un sculpteur professionnel a créé ce petit monument original en 1992. Malgré son emplacement isolé, la main est souvent la victime de graffitis, de sorte que des bénévoles doivent la nettoyer 2 fois par an. Au fait, ce n'est pas le seul monument de ce genre. Le même sculpteur a créé une main similaire à Punta del Este, en Uruguay. On l'appelle « l'homme émergent à la vie », et elle représente l'idée selon laquelle un géant tiendrait toute l'Amérique du Sud d'une main ferme. Pourquoi pas? Voici à présent une gigantesque sphère de pierre cachée dans la forêt de la vallée de Visoko, en Bosnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une relique ancienne ou une installation d'art moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais pour être entièrement honnête avec vous, comme je le suis toujours, personne ne connaît la vérité à son sujet. Les experts pensent pour que cette sphère, qui mesure environ 3 mètres de diamètre, est simplement une formation rocheuse naturelle, une concrétion. Ces boules possèdent cette couleur rougeâtre en raison d'une forte teneur en fer, et c'est une lente agglutination de particules minérales qui leur donne cette forme si particulière. Bien que les concrétions puissent prendre des formes plutôt surprenantes, le processus exact de leur formation reste quelque peu mystérieux. Ensuite, nous avons cet archéologue, souvent surnommé l'Indiana Jones bosnien, qui affirme qu'il s'agit en réalité d'un artefact créé par l'homme il y a plus de 1000 ans. On trouve toutefois ce genre de concrétion sphérique dans d'autres endroits que la Bosnie. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. Prenez, par exemple, les célèbres boulders de Moeraki en Nouvelle-Zélande. Des pierres massives et rondes ayant plus de 60 millions d'années. Il y a aussi des concrétions en forme de boulets de canon dans le Dakota du Nord. Et n'oublions pas les sphères de pierre façonnées par les Dikis au Costa Rica, fruit d'un travail virtuose, un magnifique témoignage de la créativité humaine. Donc,
Bien que la sphère bosniaque soit très intrigante, c'est probablement juste une concrétion ancienne et non le vestige d'une civilisation perdue. Dommage. Certaines choses sont si bien cachées qu'il faut descendre au fond de la mer pour les apercevoir. Autrefois un lieu de plaisir, vous vous rendez en Espagne avec une équipe d'archéologues, dans l'espoir de mettre au jour d'antiques artefacts. Par chance, vous découvrez l'un des plus grands trésors de l'âge du bronze ibérique. Cette appellation désigne les cultures de cette époque en Espagne et au Portugal. Parmi les objets exhumés figurent des monnaies, des bijoux, des vases, ainsi que 2 pièces singulières. L'une évoque un fragment de sceptre, l'autre ressemble à un bracelet. Leur étrangeté? Elles semblent liées à l'espace. En 1963, à quelques kilomètres de la ville de Villena, en Espagne, des scientifiques mirent au jour le trésor de Villena, l'un des plus importants dépôts d'or de l'âge du bronze. Fait curieux, existe-t-il des trésors de bronze datant de l'âge d'or? Qu'importe. L'or découvert a été daté entre 1500 et 1200 avant notre ère. À l'exception toutefois du sceptre et du bracelet, dont la provenance semble étrangère. Leur origine serait extraterrestre, dit-on, ce qui rend leur datation incertaine. Bien sûr, ce n'est qu'une plaisanterie, du moins, en partie. Lorsque les chercheurs examinèrent les objets, ils constatèrent que ces 2 pièces étaient faites non d'or, mais de fer. Et alors, pourriez-vous penser? Le problème, c'est qu'à l'âge du bronze, on ne savait ni exploiter ni forger ce métal. La maîtrise du fer n'est apparue qu'environ 4 à 7 siècles plus tard, vers 850 avant notre ère. Alors, comment expliquer leur existence? Un indice troublant de ce mystère a été découvert en Égypte ancienne. Dans la tombe de Toutankhamon reposait un poignard en fer, présentant des caractéristiques semblables. Mais cet objet était bien plus précieux que les autres, car il avait été fabriqué à partir d'un matériau céleste, une météorite. De fait, le bracelet et le sceptre sont eux aussi composés de fer météoritique. Ce type de métal se distingue par une teneur élevée en nickel, absente dans le fer terrestre. Tout cela devient cohérent. Les peuples de l'âge du bronze ne pouvaient pas extraire le fer des profondeurs. Mais rien ne les empêchait de récupérer celui tombé du ciel. Imaginez l'émotion de posséder des bijoux ou une dague confectionnée à partir d'un matériau ayant voyagé durant des millions d'années dans les immensités de l'espace. Peut-être renferme-t-il même des particules d'une étoile ancienne aujourd'hui éteinte. À ce jour, ces 2 artefacts issus du trésor de Villena constituent les plus anciens objets en fer météoritique recensés sur la péninsule ibérique. Maintenant que chaque pièce est à sa place, vous pouvez admirer l'ensemble des richesses composant le trésor de Villena. Ce dernier comprend 66 objets, bols, bracelets, flacons, bijoux en or, 3 flacons d'argent ainsi qu'un bouton en or ambré. Près de 10 kilos d'or ancien soigneusement dissimulé, dont la découverte ne fut possible qu'après 3 millénaires. Ce rêve pour tout archéologue est exposé au musée de Villena, où sont présentés des vestiges couvrant plusieurs époques, allant de la préhistoire, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'époque contemporaine. Vous y trouverez des objets issus des cultures ibériques, romaines et arabes. On y observe non seulement bijoux et monnaies, mais aussi les vestiges de colonnes, céramiques et autres artefacts architecturaux. Cette collection figure parmi les plus importantes en matière de trésors préhistoriques en Europe. Et le plus remarquable est que l'accès à cet ensemble exceptionnel ne coûte que 2 € environ. Rendez-vous à Villena, découvrez donc ce musée, et imprégnez-vous de son histoire. Hé l'ami, on m'a dit que vous possédiez un détecteur de métaux. Pourriez-vous m'aider à retrouver ce marteau que j'ai perdu dans mon champ? Vous demande un vieux fermier. Vous prenez votre appareil et entamez les recherches. Mais au lieu d'un marteau, vous déterrez des centaines, voire des milliers de pièces d'argent estimées à environ 2 millions d'euros. Vous vous réjouissez que le fermier ait égaré son marteau, car vous voilà riche. Mais stop, sachant que ce terrain lui appartient, lui révéleriez-vous votre trouvaille ou la garderiez-vous pour vous? En réalité, aucune de ces éventualités ne s'est produite. En 1992, Eric Lowes aidait un agriculteur à retrouver un marteau perdu dans un champ proche de Oxon, dans le Suffolk en Angleterre. Son détecteur de métaux révéla un trésor caché d'une ampleur considérable. Cuillères en argent, bijoux en or, plus de 500 pièces d'or et quelques 14 000 pièces d'argent. Par hasard, Eric Lowes mit au jour la plus vaste collection d'or et d'argent de la fin de l'époque romaine, jamais découverte en Grande-Bretagne. Hélas, ou par chance peut-être, ni lui ni l'agriculteur ne reçurent la moindre part de ce trésor, désormais conservé au British Museum. Quittons à présent le champ de ce fermier pour rejoindre la côte méditerranéenne.
Imaginez que vous soyez plongeur sous-marin. Après une violente tempête la veille, l'eau est désormais calme, et vous vous immergez pour découvrir un fond marin recouvert de dinars en or. Ce fait s'est produit en 2015. Ces pièces, charriées sur la rive par la tempête, pourraient avoir été frappées bien avant le début de la première croisade en 1096. Cette collection figure parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables à l'échelle mondiale. De telles richesses peuvent aisément troubler l'esprit de leurs découvreurs, mais elles finissent toujours dans un musée. Et c'est une bonne chose, car une fortune de cette ampleur pourrait aisément rendre fou. Un détecteur de métaux et une combinaison de plongée ont permis la découverte de trésors anciens. Mais quelle sera la prochaine étape? Pourquoi pas un chien? En effet, cet animal pourrait bien être un excellent substitut au détecteur de métaux. Ainsi, en 2013, 2 personnes promenaient leurs chiens sur leur propriété, dans le nord de la Californie, lorsqu'ils tombèrent sur une boîte rouillée remplie de pièces datées de 1847 à 1894. Près de 1500 pièces d'or se trouvèrent à l'intérieur. Le ticket pour un avenir riche et insouciant? Pas cette fois. La découverte suscita une vive controverse parmi les experts. Une théorie avançait que ces pièces auraient été volées à la monnaie des États-Unis. Toutefois, celle-ci démentit fermement cette hypothèse, affirmant n'avoir jamais possédé un tel or dans ses réserves. Reste à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pris le risque de dissimuler un tel trésor dans la propriété d'un tiers. Un voleur a risqué sa liberté, peut-être même sa vie, pour s'enrichir. Une fois son but atteint, il se contenta de cacher le magot, comme s'il n'avait jamais existé. Une affaire pour le moins étrange. Monnaie, bijoux, objets provenant de météorites, tout cela est remarquable. Mais achevons cette vidéo avec un récit grandiose. Des archéologues, engagés dans des recherches au large des côtes égyptiennes, découvrirent un trésor insoupçonné au sein d'un temple et d'un sanctuaire submergé. Malgré l'assaut des vagues, les tremblements de terre et l'eau salée, cette découverte majeure avait été maintenue dans un état remarquable. Ce temple, édifié il y a plusieurs siècles, s'effondra au milieu du second siècle avant notre ère. Il s'agissait d'une structure capitale de l'Égypte ancienne, considérée comme sacrée par la population. Les pharaons s'y rendaient pour implorer l'aide de leurs dieux et afin de sacraliser leur règne au moyen de titres grandioses, tels que roi de l'univers. Pour beaucoup, ce lieu représentait le cœur même de notre monde, et il repose désormais, oublié, au fond de la mer, presque en ruine. Le temps ne fait grâce à rien. Les chercheurs ont établi que ce temple faisait autrefois partie intégrante d'une cité portuaire antique. Un tremblement de terre dévastateur survenu il y a fort longtemps anéantit la ville. Les vagues de marée, en rendant le sol meuble, entraînèrent la cité dans les eaux de la Méditerranée. Lors de leurs investigations dans le temple, les scientifiques découvrirent de nombreux trésors cachés, instruments cérémoniels en argent, bijoux en or et vases en albâtre, qui servaient jadis à conserver parfums et onguents. Il semblerait qu'en Égypte ancienne, la cosmétologie avait déjà ses adeptes. À proximité du temple, les archéologues mirent au jour un sanctuaire grec. Il semble que les marchands grecs visitant les côtes égyptiennes souhaitaient rendre hommage à Aphrodite, et pour cela bâtirent un modeste édifice en son honneur. Dans ce lieu furent exhumés des objets en bronze et en céramique issus de diverses cultures. Les chercheurs ont également découvert que les Grecs jouissaient de l'autorisation de commercer dans cette cité égyptienne et pouvaient même y établir leur résidence. Les pharaons, vers 600 avant notre ère, se montraient apparemment favorables à leur égard. Savez-vous quelle quantité d'or a été extraite par l'humanité au fil de l'histoire? Environ 233 000 tonnes. Et les 2 tiers de cette masse furent exploités après les années 1950. Divers pays, époques et des milliers de personnes impliquées. Mais que se passerait-il si d'immenses gisements d'or étaient découverts en un seul lieu? Et si un immense gisement de minerai d'or était révélé? Non, pas juste immense, mais proprement gigantesque. C'est exactement ce qui a été mis au jour en Chine. Un groupe de géologues a identifié environ 40 filons d'or, renfermant approximativement 330 tonnes de minerais. Mais ce n'est pas tout. La modélisation 3D a révélé que davantage d'or repose en profondeur. À quelques 3000 mètres, plusieurs centaines de tonnes supplémentaires pourraient se trouver. En tout, il est possible qu'ils découvrent des gisements totalisant près de 1100 tonnes d'or. Pouvez-vous concevoir pareille quantité? Cela correspond à environ 70 milliards d'euros. Waouh! Les experts indiquent que ce gisement recèle environ 139 grammes d'or par tonne de minerai. Cela peut sembler dérisoire,
mais c'est en réalité un taux remarquable dans l'exploitation aurifère. Habituellement, 10 grammes par tonne est considéré comme excellent. Si toutes les estimations s'avèrent exactes, il s'agira de la plus vaste mine d'or au monde, surpassant même la mine de South Deep en Afrique du Sud, qui recèle 1025 tonnes d'or. Certains s'inquiètent, et d'autres se réjouissent. L'or, toujours l'or dans les esprits. Tous désirent de l'or, tous en acquièrent. Sa valeur s'accroît, et il apparaît bien plus sûr que le Bitcoin ou l'argent liquide. L'or évoque richesse et luxe. Il demeure constamment un placement précieux et rentable. Mais un instant, pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'enthousiasmer pour ce métal brillant? La vérité est que l'or possède à la fois une valeur pratique et psychologique. Depuis des siècles, l'or incarne le pouvoir, le prestige et la prospérité au sein de diverses cultures. Il semble que nous portions en nous une mémoire ancestrale nous signalant que l'or est précieux. Songez aux innombrables problèmes qu'il aura causés aux héros littéraires et aux multiples aventures autour de l'or que nous avons vues au cinéma. L'or suscite la joie et l'avidité, la cruauté et la domination. Voilà pourquoi il séduit tant de monde. Certes, il charme par son éclat, mais il demeure aussi d'une grande utilité. L'or ne rouille pas, ne se corrode pas, se conserve sur de longues périodes et ne se détériore pas. Il constitue l'investissement fiable par défaut. Toutes les autres formes d'épargne risquent de perdre de leur valeur lors des crises, tandis que l'or reste stable. Le seul inconvénient réside dans le risque de vol. Outre la joaillerie, l'or intervient dans l'électronique, la médecine, l'aérospatiale et de nombreux autres secteurs. Le Bitcoin tire sa valeur de la confiance des gens à travers le monde. L'argent possède sa valeur grâce à l'appui des autorités. L'or, en revanche, a une valeur intrinsèque. Il est tangible, visuellement séduisant, et son prix est consolidé par la croyance séculaire en sa valeur durable. Mais ne laissez jamais l'or vous troubler. Nombreux sont ceux qui perdent leur honneur, voire la raison à cause de lui. Évitez ce piège. Ce n'est qu'un simple morceau de métal brillant. D'autres métaux précieux existent dans le tableau périodique. Le palladium, l'argent, le cuivre, le platine. Pourquoi l'or occupe-t-il la première place? Les métaux moins nobles tels que le cuivre, le fer, le plomb et l'aluminium se corrodent et rouillent. L'aluminium, de surcroît, manque de durabilité. Le platine et le palladium surpassent l'or en prix. Mais leur rareté et la difficulté de leur extraction en limitent l'exploitation. Peu de pièces pourraient en être faites. L'argent, plus tendre que l'or, ternit, se raye et se déforme. Et, pour être franc, l'or reste le plus séduisant. Mais une autre raison explique ce coût élevé. Il est ardu à obtenir. L'extraction de l'or constitue un processus fastidieux. Dans les documentaires, vous avez peut-être observé des personnes se tenir à l'embouchure d'une rivière, collectant limon et argile, les tamisant à travers de la gaze et de petits filets, pour y découvrir quelques particules d'or. Il s'agit là de l'une des méthodes d'extraction de ce métal précieux. Il faut fournir un travail considérable pour obtenir seulement quelques fragments. Comment déniche-t-il l'or? Autrefois, c'était une question de chance. Quelqu'un marchait le long des rives et apercevait un éclat dans l'eau. Aujourd'hui, les méthodes de détection se révèlent bien plus efficaces. Les géologues savent que l'or est présent dans presque toutes les roches et tous les sols, mais ces particules sont si infimes qu'elles échappent à l'œil. Lorsque la concentration devient suffisamment élevée et perceptible, commence alors le travail d'extraction. Des équipes géologiques spécialisées recherchent activement ces sites. Dès qu'elles découvrent de l'or, elles forent des puits, prélèvent des échantillons de sol et évaluent si la quantité de métal permet une exploitation minière à grande échelle. La production dépend de la nature du gisement. Lorsque l'or se trouve dans une roche dure, les mineurs forent des trous, y placent de la dynamite, puis la font exploser. L'explosion fragmente la roche afin d'en extraire le métal. Mais cela ne constitue que le début du processus. Après avoir rassemblé ces gros fragments, les ouvriers les transportent vers des usines pour en extraire le précieux matériau. Au premier stade, les spécialistes réduisent les gros fragments en morceaux plus petits. À l'aide de concasseurs, ils broient le minerai jusqu'à obtenir de petits fragments semblables à du gravier. Il est ensuite introduit dans des tambours rotatifs remplis de billes d'acier. La rotation des tambours permet aux billes de réduire le gravier en poudre sous la pression. Cette masse est ensuite mélangée à de l'eau et filtrée. Par la suite, l'or est extrait du minerai au moyen de solvants chimiques et de systèmes de purification complexes. Il se fixe au carbone, puis en est séparé, suivi de plusieurs procédés supplémentaires,
incluant l'électrolyse et des purifications plus approfondies. Enfin, l'or est fondu, débarrassé de ses impuretés, coulé en lingots, puis expédié vers d'autres installations pour un traitement complémentaire. Oui, il s'agit d'un processus difficile et chronophage, et il n'est pas toujours rentable. Il est possible de découvrir un gisement de métal précieux, mais son extraction peut s'avérer trop onéreuse et la quantité d'or ne suffira pas à rendre l'effort économiquement justifiable. Seuls 10% des dépôts mondiaux d'or contiennent suffisamment de matières précieuses pour compenser les coûts d'extraction et de traitement. De nombreuses zones regorgent d'or, mais savez-vous combien sont réellement exploitables de manière productive? Moins de 0,1%. Cela constitue probablement une raison supplémentaire de la valeur exceptionnelle de l'or. Mais existe-t-il un autre matériau capable de susciter un tel engouement? Oui, et l'on le surnomme l'or liquide. Il s'agit de l'hélium. Ce gaz sert à gonfler les ballons, mais ce n'est pas là son principal intérêt. L'hélium peut atteindre des températures ultra basses, possède des propriétés supraconductrices et se distingue par sa légèreté. Il est utilisé en médecine pour le diagnostic, notamment pour l'imagerie par résonance magnétique. L'hélium refroidit les réacteurs nucléaires et régule la température du carburant des fusées lors du lancement. Lors de plongées profondes, les plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène pour éviter les troubles liés aux variations de pression. L'hélium s'avère ainsi indispensable au monde moderne. Un autre matériau précieux est le graphène. Ce n'est pas seulement l'un des matériaux les plus résistants au monde. C'est également un excellent conducteur. La chaleur et l'électricité le traversent aisément, ce qui le rend extrêmement prometteur pour le développement de... Quoi exactement? Étant donné que le graphène est aussi flexible, hydrofuge, non toxique et doté de propriétés antibactériennes, il se prête au développement d'innombrables applications. Équipements médicaux, génie mécanique, électronique, construction, logistique, conservation énergétique, industrie spatiale et sous-marine, et bien plus encore. Les savants estiment que le graphène pourrait permettre l'émergence de technologies révolutionnaires susceptibles de transformer la vie de tous. Un processus similaire s'est produit avec le silicium, largement utilisé pour produire des semi-conducteurs et des batteries rechargeables. Sans silicium, nous ne disposerions probablement pas de smartphones, d'ordinateurs portables, ni d'autres appareils électroniques. Le graphène pourrait lui aussi provoquer un nouveau bond technologique. Lorsque le monde s'orientera vers les énergies renouvelables et que les transports électriques se généraliseront, le graphène pourrait devenir le véritable or technologique. Les tests sur les batteries au graphène ont démontré qu'elles se rechargent plus de 70 fois plus vite que les classiques et durent 3 fois plus longtemps. Par ailleurs, elles sont peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Impressionnant certes, mais où peut-on se procurer ce graphène? Il est extrait du graphite, présent dans les entrailles de la Terre. L'un des plus vastes gisements se situe en Australie méridionale, avec 200 millions de tonnes de graphite de haute qualité. Une quantité qui semble suffisante pour alimenter la planète entière. Ce spécimen singulier avait à peu près la taille d'un husky et aurait pu être pris pour tel s'il n'était pas totalement dépourvu de fourrure et s'il ne s'agissait pas d'un redoutable prédateur doté de longues canines acérées. Charmant. Voici le plus ancien animal à dents de sabre jamais identifié. Il arpentait la surface de la Terre bien avant l'apparition des dinosaures. Les chercheurs ont pu établir sa description à partir de fossiles exhumés sur l'île espagnole de Majorque, en Méditerranée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant qu'aucun d'entre nous n'existe, les tout premiers mammifères firent leur apparition, cohabitant alors avec les dinosaures. Mais si l'on remonte plus avant dans l'arbre généalogique des mammifères, on parvient à un groupe ancien nommé Thérapsides. Bien qu'il n'ait guère ressemblé aux mammifères actuels, il présentait déjà certains traits fondamentaux qui allaient, avec le temps, caractériser pleinement cette classe animale. Les thérapsides, par exemple, présentaient des ouvertures particulières sur les côtés du crâne, destinées aux muscles de la mâchoire. Certaines parties de leur ossature mandibulaire allaient, avec le temps, se transformer en osselettes de l'oreille moyenne, présents chez tous les mammifères, vous inclus. La récente découverte pourrait bien correspondre aux plus anciens fossiles de thérapsides jamais identifiés. Ce spécimen, encore sans nom officiel, appartient au groupe des gorgonopsiens. Ces créatures étaient plus étroitement apparentées aux mammifères qu'à tout autre être vivant actuel. Certaines avaient la taille d'un chat, d'autres rivalisaient avec les ours polaires. Les gorgonopsiens possédaient divers types de dents, adaptés à des fonctions spécifiques, un trait typiquement mammalien.
Mais à la différence des mammifères, ils renouvelèrent leurs dents en permanence, y compris leurs longues canines en forme de sabre. Cela pourrait s'avérer fort utile. Jusqu'à présent, les plus anciens fossiles de gorgonopsiens connus dataient d'environ 265 millions d'années. Ce nouveau spécimen est encore plus ancien. Son âge est estimé entre 270 et 280 millions d'années. La découverte est particulièrement complète et bien conservée. Elle inclut ses crocs effilés, une partie de la mâchoire, des éléments de la colonne vertébrale, des côtes, des vertèbres caudales, des phalanges, ainsi qu'une grande partie d'un membre postérieur. Même si le crâne n'a pas été retrouvé en entier, les chercheurs estiment ce qu'il mesurait près de 18 cm. L'animal, quant à lui, devait atteindre la taille d'un chien de gabarit moyen à grand, avec un poids compris entre 30 et 40 kg. Pour autant, sa silhouette n'avait que peu à voir avec celle d'un chien. Malgré certains aspects évoquant les reptiles, le qualifier de chien-lézard serait inexact. Mammifères et reptiles partagent certes un ancêtre très ancien, remontant à environ 320 millions d'années, mais leurs lignées ont divergé depuis bien longtemps. À l'époque où cette créature foulait le sol, l'île de Majorque se trouvait au cœur du supercontinent Pangée. Ce territoire connaissait alors des alternances marquées de saisons extrêmement humides et très sèches. Les chercheurs se sont souvent demandé si les grandes étapes de l'évolution des mammifères avaient eu lieu dans de telles zones tropicales, mais les fossiles nécessaires à cette démonstration faisaient jusque-là défaut. Avec la mise au jour du plus ancien gorgonopsien connu à Majorque, les pièces manquantes de ce puzzle évolutif commencent à se rejoindre. Il semble que d'importantes étapes de l'évolution des mammifères aient pu se produire dans des régions tropicales peu explorées. Ce prétendu vide fossile tiendrait peut-être simplement au fait que les fouilles n'étaient pas menées aux bons endroits. Notre protagoniste du jour n'était pas le seul spécimen extraordinaire à avoir marqué l'histoire avant l'ère des dinosaures. Il y a plus de 500 millions d'années, des prédateurs étranges dominaient les océans. Parmi eux, Anomalocaris. Un nom particulièrement peu engageant, mais qui signifie simplement « crevette singulière ». Cette créature n'avait aucun équivalent parmi les espèces actuelles. Les chercheurs la considèrent comme le tout premier superprédateur, l'épaulard de son temps. Anomalocaris était imposante pour l'époque, atteignant jusqu'à 90 cm, de ses bras tranchants jusqu'à ses nageoires caudales. On pensait autrefois qu'elle se nourrissait de trilobites, mais des recherches récentes montrent qu'elle n'était pas assez puissante pour percer leur carapace. Il s'agissait plutôt d'une chasseresse vive et agile, dotée d'une vision remarquable, ciblant des proies molles qu'elle attrapait dans l'eau. Autre merveille de l'ère pré-dinosaure, un poisson capable de marcher sur la terre ferme. Un exploit tout à fait remarquable. Tiktaalik évoluait dans des rivières marécageuses, évoquant celles de l'Amazonie actuelle. Il pouvait atteindre 2,70 m, chassait dans les eaux douces comme un crocodile moderne, et possédait un cou mobile ainsi que des poumons primitifs, lui permettant de survivre aussi bien sur terre que dans l'eau. La raison pour laquelle des poissons comme Tiktaalik ont commencé à explorer la terre ferme, il y a environ 395 millions d'années, demeure obscure. À cette époque, le supercontinent de Gondwana se rapprochait lentement du futur continent nord-américain, formant de vastes zones marécageuses. Ces environnements, humides, peu profonds et proches de l'équateur, offrirent des conditions idéales à l'essor d'animaux amphibies, comme les crocodiles. La nourriture sur Terre était rare. Peut-être se sont-ils aventurés là pour des raisons de sécurité, trouvant moins de prédateurs et de meilleurs endroits pour pondre leurs œufs que dans l'eau. Ces créatures ont d'abord vécu en pleine mer, puis dans des eaux peu profondes, avant de coloniser les marais et les rives, pour enfin, après une lente transition, s'établir pleinement sur la terre ferme. Imaginez un mille-pattes géant, long de 2,5 mètres et pesant jusqu'à 50 kg. Arthropleura, qui vivait il y a plus de 300 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Durant la période du Carbonifère, l'atmosphère terrestre contenait plus de 26% d'oxygène, contre environ 21% à l'heure actuelle. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces niveaux élevés d'oxygène expliquaient l'imposante taille de ces animaux. Toutefois, une découverte fortuite a révélé un fossile datant d'une période où la teneur en oxygène était à peine supérieure à celle d'aujourd'hui. Cette trouvaille, mise au jour par la fracture opportune d'un rocher, fait partie des spécimens de mille-pattes géants les plus complets et imposants jamais découverts. Cette créature aurait pu habiter non seulement les zones marécageuses, mais également les forêts clairsemées, regorgeant de graines,
de noix et peut-être même de petits animaux. Il est plausible qu'elle n'ait pas été un simple herbivore lent et laborieux, mais un prédateur agile et opportuniste, capturant toute proie à sa portée. Après avoir dominé la Terre pendant environ 45 millions d'années, ces 1000 pattes géants ont fini par disparaître, probablement chassés par les reptiles, qui ont ainsi préparé le terrain pour l'avènement des dinosaures. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui résulterait du croisement entre un ours polaire et un tigre à dents de sabre, voici la réponse. Inostrancevia a dominé les écosystèmes méridionaux après avoir migré sur plus de 11 000 km à travers la Pangée. Il y a environ 252 millions d'années. Sa peau, aussi résistante que celle d'un rhinocéros, et ses canines massives, parfaitement adaptées pour déchirer les chairs, en faisaient un redoutable coureur. Une fois installé dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, il supplantait une grande partie des prédateurs locaux. Cependant, sa suprématie fut de courte durée, car vers la fin de la période permienne, d'immenses éruptions volcaniques provoquèrent des changements climatiques profonds, entraînant la disparition d'environ 90% des espèces vivantes. Les grands prédateurs, caractérisés par leur croissance lente et leur rareté, sont souvent les premiers à succomber lors de telles extinctions massives. Et c'est ainsi que notre protagoniste disparut. Notre dernière créature du jour est une libellule géante qui vivait il y a environ 300 millions d'années. Avec une envergure excédant les 60 cm, 2 paires d'ailes, 6 longues pattes épineuses et d'énormes yeux globuleux, Meganeura est sans doute le plus grand insecte volant à avoir jamais existé, surpassant largement les libellules actuelles, qui sont ses lointaines parentes. À l'instar des libellules modernes, Meganeura fréquentait les espaces ouverts proches des étangs et ruisseaux à courant lent. Toutefois, elle ne se nourrissait pas uniquement de petits insectes, mais dominait ces milieux en tant que prédateur principal, capturant proies diverses en plein vol, y compris d'autres insectes volants, de petits amphibiens, voire des animaux proches des lézards, grâce aux épines de ses pattes formant un véritable piège volant. Les premiers fossiles de Meganeura furent découverts en France en 1880 dans des roches riches en charbon. Leur conservation remarquable permettait d'observer le dessin précis des nervures alaires. Les chercheurs estiment que cette taille exceptionnelle résultait de l'absence quasi totale de concurrence chez les vertébrés et d'un taux d'oxygène atmosphérique bien supérieur à celui d'aujourd'hui durant le Carbonifère. Saviez-vous que des arbres poussaient, jadis au cœur du désert sec et brûlant du Sinaï égyptien? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est pourtant exact. Récemment, des archéologues ont mis au jour une avenue bordée d'arbres, une authentique voie verte, menant à une immense forteresse ancienne. Non, ce n'est ni un mirage, ni une illusion, née d'un esprit trop fertile, bien que le mien le soit. Cette découverte renverse complètement notre perception de la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. Faisons un bref retour en arrière. Le site concerné, baptisé Tel Abou Saifi, se trouve dans le nord de la péninsule du Sinaï. Longtemps considéré comme un simple recoin poussiéreux de l'histoire, on l'associait à des vestiges datant des époques ptolémaïques et romaines. Autrement dit, les siècles ayant suivi la conquête d'Alexandre le Grand et l'appropriation du territoire par l'Empire romain. Or, une récente campagne de fouilles, menée à l'initiative du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, a révélé bien plus qu'un avant-poste oublié. Il s'agissait d'une véritable forteresse militaire, dotée de tranchées défensives, de routes pavées, de fours à chaux, de casernes, et même de logements pour les familles des soldats. Ériger autant d'habitations en plein désert n'a rien de très accueillant, sauf si l'on se souvient de l'élément vedette du site. Cette mystérieuse avenue bordée d'arbres. Cette voie mesurait plus de 90 mètres de long sur 11 mètres de large, soit la longueur d'un terrain de football, et était pavée de dalles calcaires. De part et d'autre s'alignaient plus de 500 fosses de plantations façonnées dans l'argile. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement, de véritables arbres y furent plantés, formant une allée ombragée menant droit à la forteresse. Imaginez-vous traverser ce corridor, sous un soleil écrasant, soudainement enveloppé par une canopée protectrice. Voilà une entrée grandiose, une sorte de tapis rouge antique, ou plutôt un tapis vert. Il ne s'agissait pas simplement d'embellir les lieux. La présence de centaines d'arbres dans ce désert, il y a plus de 2000 ans, révèle une maîtrise remarquable. Les Égyptiens de l'ère ptolémaïque n'étaient pas seulement des bâtisseurs de monuments. Ils excellaient aussi dans la gestion de l'eau. Dans une région où la pluie est aussi rare qu'un selfie avec le pharaon, ils ont réussi à faire pousser des arbres en rang serré. Prenez un instant pour y songer.
Pour réussir à irriguer autant d'arbres dans le désert, il leur fallait un système d'irrigation ou de transport d'eau remarquablement élaboré. Un dispositif capable d'acheminer et de répartir l'eau avec efficacité dans un environnement aussi hostile. Ont-ils canalisé des nappes souterraines, capté des pluies saisonnières, employé un ingénieux système d'arrosage, peut-être pas aussi sophistiqué, mais tout de même, leur avance était indéniable. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit. Les Égyptiens avaient déjà démontré une parfaite maîtrise de la gestion des eaux. Grâce à des fossés et à un vaste réseau de canaux, ils avaient su dompter le Nil pour irriguer des terres éloignées. L'irrigation ne représentait donc pas un mystère pour eux. Leur savoir-faire était réel. Et de surcroît, le climat du Sinaï, il y a 2 millénaires, fait encore débat. Nombreux sont ceux qui estiment que cette région était autrefois plus verdoyante. Il suffit d'observer ces montagnes abruptes et ces reliefs tourmentés, semblables à des sculptures façonnées par la puissance d'anciens cours d'eau, pour soupçonner que l'eau y jouait jadis un rôle bien plus considérable. De plus, les archéologues ont mis au jour de nombreux indices attestant que les Égyptiens de l'ère ptolémaïque cultivaient fruits, vignes et arbres à grande échelle. Autrement dit, faire pousser une forêt dans le désert peut nous sembler incroyable, mais pour eux, ce n'était qu'un mardi ordinaire. À présent, cette avenue verte pousse les archéologues à s'interroger. Et si des systèmes d'irrigation semblables avaient été employés ailleurs? Par exemple, pour acheminer les immenses blocs de pierre utilisés dans la construction des pyramides. Il existe déjà une théorie selon laquelle des rivières anciennes ou des canaux artificiels auraient facilité leur déplacement. Et la découverte de Tel Abou Saifi? Eh bien, elle pourrait bien constituer la pièce manquante du puzzle. Ce n'est pas qu'un doux rêve. À l'époque, les rivières jouaient un rôle central, agissant comme les autoroutes, les réseaux énergétiques et les trains de marchandises du monde antique réunis. Les Égyptiens s'en servaient pour tout, irriguer, commercer, alimenter l'industrie et même mobiliser leurs troupes. Si une activité importante avait lieu, elle impliquait probablement un cours d'eau. Et ce n'est pas tout, la suite est encore plus surprenante. Les fouilles ont révélé d'imposantes tranchées défensives, semblables à d'anciennes douves, creusées à près de 2 mètres de profondeur autour de la forteresse. Ces fossés n'étaient pas de simples bourbiers, mais faisaient partie d'un dispositif complexe conçu pour être comblé ou enjambé par un pont afin de maîtriser les accès. On pourrait les comparer à une barrière de sécurité rétractable, sans les vérins hydrauliques. Tandis que ces tranchées protégèrent de la forteresse des intrusions, la vie y battait son plein. Comme nous l'avons mentionné, les archéologues ont découvert des logements militaires. Il semblerait que les soldats y vivaient avec leurs familles. Ainsi, cette forteresse n'était pas qu'un simple baraquement, mais une véritable communauté dynamique, avec ses repas, ses habitudes, des enfants s'amusant ça et là, et certainement beaucoup de bavardages autour de la table. En plus des aspects militaires, les chercheurs ont découvert 4 vastes fours à chaux servant à produire de la chaux vive, un élément crucial pour fabriquer le mortier de construction. Ces fours indiquent qu'à la fin de l'ère romaine, Tel Abou Saifi est devenu un centre industriel important, fournissant les matériaux nécessaires à la construction et à la réparation des bâtiments, un véritable pôle d'activité artisanale. Mais l'histoire se complique encore. Sous les routes, tranchées et fours, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une structure antérieure, un mystérieux bâtiment. S'agirait-il d'une 3e forteresse, encore plus ancienne, d'un cimetière oublié ou d'une cité perdue? Le mystère reste entier, mais il est clair que cette découverte ouvre une nouvelle page passionnante de recherche, l'un des rebondissements archéologiques majeurs de la décennie. Que faut-il en conclure? Eh bien, pour commencer, cela bouleverse bon nombre d'idées reçues sur la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. On les a longtemps considérés comme des frontières naturelles, arides, hostiles et dépeuplées. Or, cette découverte laisse penser qu'ils furent jadis verdoyants et habités. Non parce que le climat était très différent, mais parce que les Égyptiens savaient, avec un génie remarquable, soumettre la nature à leurs besoins. Ils ne se contentèrent pas de survivre au désert, ils le façonnaient. Cela relance aussi le vieux débat sur l'ingéniosité technique des anciens Égyptiens. S'ils ont pu bâtir au cœur du Sinaï une forteresse dotée de douves, de routes arborées, d'un réseau d'irrigation et d'installations artisanales, est-il vraiment invraisemblable d'imaginer qu'ils aient pu concevoir des systèmes hydrauliques pour déplacer les blocs des pyramides? Oublier la théorie des anciens extraterrestres. Distrayante, certes, mais qui nous détourne d'une réalité fondamentale, ces peuples étaient d'une intelligence remarquable. Une bonne partie de ce que nous appelons aujourd'hui technologie moderne n'est que l'héritage d'une ingéniosité antique. Et l'on ignore combien de savoirs précieux se sont perdus en chemin. Pendant ce temps, les fouilles se poursuivent.
Les chercheurs entreprennent une cartographie complète de Tel Abou Saifi afin de comprendre l'agencement global du site. Certains envisagent d'analyser le sol pour repérer d'anciennes racines, voire identifier les essences qui poussaient autrefois. Si des palmiers dattiers s'y trouvaient, par exemple, nous serions peut-être face à la plus ancienne allée de fruits secs au monde. Vous vous doutez bien que l'intérêt de ces découvertes dépasse le seul cadre de l'histoire. Elles résonnent aussi avec les défis de notre époque. Face aux dérèglements climatiques et aux canicules de plus en plus éprouvantes, il devient urgent de se demander ce que ces civilisations disparues, capables de faire fleurir le désert, pourraient encore nous enseigner. S'il fallait ne retenir qu'une chose, Tel Abou Saifi nous rappelle que la civilisation égyptienne ne se résume pas à des pyramides, des pharaons et leurs momies. Ce peuple comptait des bâtisseurs clairvoyants, des architectes du vivant et des esprits résolument pragmatiques. Ils n'attendaient pas que la nature comble leurs besoins. Ils la façonnaient selon leurs desseins. Et grâce à des trouvailles comme celle-ci, nous discernons mieux l'ampleur de leurs avancées et, disons-le, de leur impressionnante modernité. Ainsi, la prochaine fois que l'on vous décrit le désert comme un espace stérile, vous pourrez rétorquer avec aplomb qu'il y a plus de 2000 ans, en plein cœur du Sinaï, s'élevait une forteresse avec des douves, une avenue bordée d'arbres, des casernes, des ateliers, et même une structure secrète enfouie sous terre. Voilà qui remet les pendules à l'heure, d'une comprise. Et qui sait quels autres vestiges y sont encore enfouis, attendant de réécrire l'histoire. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique. Et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon.
Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction.
À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle, et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs du... Lorsqu'on se figure une scène épique dans le désert, avec son soleil écrasant, ses dunes infinies et ses oasis presque surnaturelles, il est naturel d'imaginer le mythique Sahara, n'est-ce pas? Pourtant, que diriez-vous si l'on vous apprenait qu'il y a 11 000 ans, cette vaste mer de sable brûlant avait une apparence radicalement différente? Bien sûr, personne n'était là pour en témoigner. Mais on raconte qu'à cette époque, ce que nous appelons aujourd'hui un désert était un véritable Éden, parsemé de lacs, de rivières, de prairies verdoyantes et même de forêts. Alors, où donc est passée toute cette eau? Il existe de nombreux récits sur ces temps anciens où les déserts étaient recouverts de jungles et de forêts luxuriantes, jusqu'à ce qu'un bouleversement, qu'il s'agisse de changements climatiques ou de séismes titanesques, transforme ces terres fertiles en dunes arides. Mais que penseriez-vous d'une hypothèse selon laquelle le Sahara aurait été transformé en désert par les activités humaines et des chèvres? Au fil des millénaires, le Sahara a connu des alternances marquées entre périodes humides et sèches, principalement en raison de légères variations dans l'inclinaison orbitale de la Terre, influençant la quantité de rayonnement solaire reçu par l'atmosphère. Il y eut même des phases appelées périodes humides africaines, où des pluies abondantes métamorphosaient ce paysage aride en un écrin de verdure éclatante. Cependant, entre 8 et 4500 ans avant notre ère, un phénomène inhabituel a bouleversé la région. Certaines zones sont passées d'un climat humide à un climat aride bien trop rapidement pour que cela puisse s'expliquer uniquement par des variations orbitales. En un laps de temps relativement bref, le Sahara verdoyant a laissé place au désert que nous connaissons aujourd'hui. Si vous interrogez les scientifiques sur la raison de ce changement, ils évoqueront sans doute une mauvaise paramétrisation des données. Ce jargon pourrait sembler nébuleux, alors permettez-nous de traduire. Cela signifie qu'eux-mêmes n'en sont pas sûrs et qu'il leur manque encore plusieurs pièces du puzzle. En analysant d'anciens échantillons de sol et de pollen, les chercheurs ont cependant relevé une tendance intrigante. Là où des pasteurs, des humains accompagnés de leurs bêtes domestiques, avaient dû séjourner, la végétation semblait se modifier. À croire que chaque fois que ces hommes et leurs troupeaux traversaient des étendues verdoyantes, ils ne laissaient derrière eux que broussailles et paysages désertiques. Quelle ironie! Il semble en effet que le surpâturage pratiqué par ces populations ait contribué à assécher l'atmosphère, car les plantes, en libérant de l'humidité, participent à la formation des nuages. Cette déforestation aurait intensifié l'ensoleillement, précipitant ainsi la fin des périodes humides. Par ailleurs, il est probable que nos ancêtres aient fait un usage excessif du brûlis pour accroître leurs terres, accélérant davantage l'avancée du désert. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'accordent à dire que ce Sahara luxuriant serait redevenu un désert, même en l'absence d'intervention humaine, un phénomène attribué au cycle naturel de la Terre. Inutile donc de faire reposer l'entière responsabilité de cette transition brutale sur l'homme. Ce changement pourrait simplement refléter les interactions entre la végétation et les cycles de poussière. Il reste difficile de déterminer les causes de ces changements, tant les facteurs sont interconnectés. Lors de la dernière période humide, le Sahara abritait des chasseurs-cueilleurs. Avec son assèchement progressif, ces populations se sont tournées vers l'élevage pour subvenir à leurs besoins, mais il est tout aussi envisageable que le surpâturage ait contribué à accélérer la dégradation des paysages. Alors, quelle est la véritable origine de ce phénomène? L'œuf ou la poule? Dans ce cas précis, l'humain ou la vache? Les preuves disponibles aujourd'hui ne permettent pas encore de trancher.
De nos jours, on peut affirmer que l'eau ne constitue plus un problème insurmontable dans le Sahara, malgré son immensité désertique et le fait que l'air des forêts verdoyantes soit révolu. La technologie offre des solutions inédites, comme le bassin de Nubie, le plus vaste réservoir d'eau souterraine au monde. Ce trésor hydraulique, situé sous la bordure orientale du désert, s'étend sur 4 pays du nord-est de l'Afrique, le Soudan, le Tchad, la Libye et l'Égypte. Il couvre environ 2 millions de kilomètres carrés et contient près de 150 000 kilomètres cubes d'eau souterraine. Il suffit de voir les infrastructures déployées lors de sa mise en œuvre. C'est le plus grand projet d'irrigation de la planète, rendant possible une vie prospère au cœur du Sahara. Mais imaginez vivre dans le Sahara avec une unique source d'eau. Cela paraît inconcevable, n'est-ce pas? Pourtant, les anciens Garamantes y sont parvenus, non seulement en survivant, mais en prospérant pendant près d'un millénaire, malgré l'absence de moussons ou de rivières alimentant leurs refuges désertiques. Ces ingénieux pionniers ont été les précurseurs de la vie urbaine au cœur des sables, au point d'attirer l'attention des Romains, qui ne pouvaient qu'admirer leur génie. Tandis que beaucoup les considéraient comme de simples nomades, les Garamantes bâtissaient un véritable empire sous l'un des climats les plus hostiles de la planète. Mais quel était leur secret? Ils ont fait preuve d'une remarquable ingéniosité en creusant un vaste réseau souterrain pour exploiter un aquifère de grès gigantesque. Ils extrayaient littéralement chaque goutte d'eau de la profondeur des dunes. Mais des études récentes révèlent que, bien qu'ils fussent laborieux et ingénieux, les Garamantes ont également bénéficié d'une bonne dose de chance. Les Garamantes disposèrent d'un aquifère souterrain qui acheminait l'eau jusqu'à une colline où ils mirent en place plus de 500 foggaras, des systèmes d'irrigation remarquables, certains s'étendant sur plus de 4 km. Ces dispositifs fonctionnaient comme une paille, permettant l'irrigation de leur culture pendant près d'un siècle, d'autant que de faibles précipitations suffisaient à recharger le système. Cependant, le manque de pluie finit par épuiser cet aquifère. Pour en exploiter à nouveau les ressources, il aurait fallu creuser davantage de tunnels et mobiliser un plus grand nombre d'ouvriers. Une tâche complexe dans un contexte marqué par des pénuries alimentaires et hydriques. Vous devinez sans doute ce qu'il advint des Garamantes dans de telles conditions. La disparition de la culture garamante semble liée à plusieurs facteurs. Les changements climatiques ont probablement joué un rôle, mais il est également plausible qu'ils aient surexploité leurs réserves d'eau. À l'époque, le Sahara était une région fertile, grâce notamment aux ingénieux systèmes d'irrigation mis en place. Cependant, l'eau fossile étant une ressource non renouvelable, les nappes phréatiques s'asséchèrent progressivement, précipitant vraisemblablement le déclin de ce royaume dès la fin du 7e siècle. Ce déclin évoque l'histoire de quelqu'un qui remporte un énorme pactole, dilapide ses richesses et se retrouve à retourner à un quotidien bien moins enviable une fois ses économies épuisées. D'ailleurs, même si les Garamantes avaient laissé derrière eux quelques témoignages de leur sagesse, il est fort probable que nous ne parvenions jamais à en percer le sens. Nous ignorons la langue qu'ils utilisaient, et leurs textes demeurent à ce jour presque entièrement indéchiffrables. Revenons au Sahara vert. Ce désert s'est formé il y a environ 4500 ans, mais nous avons aujourd'hui un aperçu fascinant de la vie à cette époque grâce à des parcs naturels en Afrique. Ces lieux abritent une extraordinaire galerie d'art à ciel ouvert, avec plus de 15 000 peintures et gravures anciennes illustrant le quotidien des habitants d'il y a quelques 11 000 ans. Enfin, si les gravures ne suffisent pas et que vous souhaitez découvrir un véritable désert transformé en jardin fleuri, un voyage en Californie s'impose. Vous pourrez y observer l'un des plus beaux phénomènes naturels, la superfloraison. Imaginez une explosion de couleurs, orange, vert, rose, dans un désert aride après plusieurs années de pluie dans des zones habituellement sèches. Ce spectacle éblouissant, visible depuis l'espace, fait du désert un tableau vivant d'une rare beauté. Ce phénomène rare se manifeste également dans d'autres zones arides et déserts, notamment en Afrique de l'Ouest et australe, en Australie occidentale et au Chili. Ces régions, où les étés sont torrides et secs, bénéficient en hiver d'un air doux et humide, offrant un cadre parfait pour une floraison spectaculaire. Les graines de fleurs enfouies dans les sables du désert peuvent patienter pendant des décennies avant de germer. Lorsque le soleil brûlant élimine toutes les herbes et que des précipitations suffisantes viennent humidifier le sol, c'est comme si les graines décidaient que leur heure est venue. À ce moment-là, des centaines de milliers de touristes affluent pour immortaliser ces paysages et partager leurs clichés enchanteurs sur les réseaux sociaux. Hélas, cet afflux représente une menace sérieuse pour ces fleurs fragiles. Si vous visitez de tels sites, veillez à ne pas... Nul homme ne retrouvera jamais mon tombeau. C'est, selon la légende, ce qu'aurait un jour déclaré Cléopâtre. Il ne s'agissait pas réellement d'une question de sexe.
Elle ne souhaitait simplement pas qu'une âme vivante vienne troubler son repos. Et je pense qu'elle signifiait par là qu'aucun être humain ne parviendrait jamais à localiser sa tombe. Pourtant, contre toute attente, c'est bien une femme qui s'est approchée plus que quiconque de cet objectif tant convoité. Faites la connaissance de Kathleen Martinez-Berry, une avocate pénaliste dominicaine devenue archéologue. Sa fascination pour Cléopâtre fut telle qu'elle décida de tout quitter pour partir en Égypte, sans le moindre appui officiel ni même l'aval des autorités. Son seul moteur, une détermination inébranlable à retrouver la dernière demeure de la reine. On pourrait dire que Kathleen a toujours eu une longueur d'avance. Élève précoce, elle sauta plusieurs classes, maîtrisa le piano, les échecs, la natation et les arts martiaux, et grandit dans un environnement où les plus brillants esprits venaient débattre sous son toit. Diplômée en droit à 19 ans, elle nourrissait depuis longtemps une passion pour l'archéologie, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Égypte, ni participé à une seule fouille. Son obsession pour Cléopâtre remontait à un échange animé avec son père en 1990. Ce jour-là, elle pénétra dans la bibliothèque familiale en quête d'un exemplaire d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Son père, Fausto Martinez, professeur et expert en droit, qualifia alors la reine d'Égypte de simple séductrice. Kathleen ne pouvait s'y résoudre. Elle riposta avec ferveur, soutenant que l'histoire avait profondément dénaturé l'image de Cléopâtre. Selon elle, les Romains s'étaient appliqués à détruire sa réputation, et pendant des siècles, on s'était contenté d'adhérer à leurs récits. La discussion s'éternisa des heures durant, jusqu'à ce que son père concède qu'il avait peut-être jugé la souveraine trop hâtivement. Cette conversation marqua un tournant décisif. Dès lors, Kathleen se plongea dans l'étude des textes antiques, accordant une attention particulière aux récits de Plutarque sur Cléopâtre et Marc-Antoine. Plus elle approfondissait ses recherches, plus elle se persuadait que la reine d'Égypte n'était pas qu'une souveraine éprise d'un tyran au destin tragique, mais une stratège de génie, engagée dans une lutte politique visant pour préserver l'indépendance de son royaume. Et plus elle lisait, plus une question s'imposait à elle. Et si l'on avait toujours cherché le tombeau de Cléopâtre au mauvais endroit, cette idée ne la quitta plus. Alors qu'elle veillait sur son deuxième enfant, elle obtint une maîtrise en archéologie, une capacité à jongler avec les responsabilités qui témoignent de sa détermination. Cette quête raviva l'obsession qui allait désormais guider sa vie, percer le mystère du tombeau de Cléopâtre. Si la majorité des spécialistes estiment que la reine repose sous l'Alexandrie moderne, en compagnie de 13 autres souverains ptolémaïques, Martinez défend une hypothèse radicalement différente. Elle est convaincue que Cléopâtre a été inhumée à Taposiris Magna, un temple ancien dédié à Osiris, dieu de l'au-delà. Mais pour confirmer cette intuition, il lui fallait encore mettre la main sur un cartouche remontant à sa fondation. Ces plaques, de la taille d'un smartphone, étaient enfouies sous les structures sacrées et comportaient de souvent des inscriptions relatant la date et la raison de la construction du temple. Si elle parvenait à découvrir une plaque attestant que l'édifice était voué à Isis, divinité tutélaire de Cléopâtre, elle disposerait enfin d'une preuve tangible qu'elle fouillait au bon endroit. Rien ne pouvait la détourner de son objectif. Martinez et son équipe fouillèrent l'ensemble du site, creusant plus profondément que quiconque avant eux. Ils découvrirent des pièces de monnaie frappées à l'effigie et au nom de Cléopâtre, qui établissaient un lien direct entre la souveraine et ce lieu. Puis, ils mirent au jour un élément encore plus fascinant. Un tunnel souterrain qui acheminait autrefois l'eau depuis le temple jusqu'à la Méditerranée. Si une partie de l'édifice s'était effondrée dans les flots, la tombe de Cléopâtre pouvait-il s'y trouver lui aussi? Pour poursuivre ses recherches sous-marines, Martinez devait convaincre les autorités égyptiennes de lui accorder leur soutien. Contre toute attente, elle parvint à exhumer le cartouche de fondation tant convoité. Il révélait qu'un pharaon avait dédié une vaste région de Nubie à la déesse Isis. C'était la confirmation tant attendue. L'inscription prouvait que le temple était bien consacré à Isis, confirmant que la théorie de Martinez n'était pas sans fondement. Si un temple se dressait encore sur la terre ferme, elle en déduisait qu'un second, peut-être même le tombeau de Cléopâtre, s'était effondré dans la mer. Pour étayer cette hypothèse, elle avait besoin d'experts en archéologie sous-marine. Elle contacta donc Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic. Avec l'aval de l'Égypte, son équipe se mit à sonder les eaux au large d'Alexandrie. Ce qu'ils mirent au jour dépassait leurs espérances. Sous l'eau, ils découvrirent d'imposantes structures de pierre, dont certaines atteignaient 2 à 3 mètres de haut, à l'endroit même où la côte se trouvait des millénaires auparavant. Parmi elles, figuraient aussi des blocs de basalte, le même matériau que celui des statues du premier temple. Une conclusion s'imposait. Ces pierres n'étaient pas de simples débris.
Il s'agissait des vestiges d'une cité engloutie, ensevelie sous les flots depuis des siècles. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si Martinez et son équipe parviendront à percer l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, laissé par l'exceptionnel Cléopâtre. Revenons un peu en arrière. À la mort de son père, Ptolémée le XIIe, le trône égyptien revint officiellement à la fois à Ptolémée XIIIe et à Cléopâtre, du moins en apparence. Alors âgé de 18 ans, Cléopâtre aurait épousé son frère de 10 ans, une pratique courante parmi les dynasties de l'époque. Bien qu'aucune preuve formelle ne permette de l'affirmer avec certitude. Mais l'union ne dura pas. Très vite, le jeune Ptolémée décida qu'il voulait régner seul et chercha à évincer Cléopâtre. Contrainte de fuir l'Égypte, elle ne se contenta pas d'attendre son heure dans l'ombre. Déterminée à reprendre ce qui lui revenait de droit, elle leva une armée. À seulement 21 ans, elle se trouvait déjà dans le désert du Sinaï, à la tête de ses troupes, élaborant son retour triomphal au pouvoir. À cette époque, Cléopâtre entretenait déjà une alliance aussi stratégique que personnelle avec Jules César. En juin 47 avant Jésus-Christ, elle donna naissance à un fils, Ptolémée César, plus connu sous le nom de Césarion, que beaucoup considèrent comme l'enfant de César. Mais cela ne l'empêcha nullement de respecter les traditions royales égyptiennes. C'est ainsi qu'apparut dans sa vie un second époux, son autre frère, Ptolémée XIVe. Oui, malgré sa liaison avec César, Cléopâtre contracta une nouvelle union au sein de sa propre famille, car dans son univers, préserver le pouvoir dynastique était une priorité absolue. Toutefois, son mariage ne changea rien à la solidité de son lien avec César. Cléopâtre se rendit même à Rome aux côtés de Ptolémée XIVe pour une visite d'État. Mais au lieu de loger au palais officiel, elle s'installa dans la villa privée de César, sur les rives du Tibre. Cependant, en 44 avant Jésus-Christ, aux ides de Mars, l'assassinat de César bouleversa l'équilibre politique et mit en péril la position de Cléopâtre. Comme si cela ne suffisait pas, peu de temps après, Ptolémée XIVe trouva la mort. Certains soupçonnent même que Cléopâtre ait orchestré sa disparition, la laissant seule maîtresse de l'Égypte. Pendant ce temps, à Rome, Marc-Antoine consolidait son ascension, se rêvant l'héritier politique de César. Curieux d'évaluer la souveraine d'Égypte, il la convoqua. Cléopâtre ne manqua pas l'occasion de marquer les esprits. Elle fit son entrée sur une somptueuse barge, paraît-elle une déesse. Dès qu'il la vit, Antoine en fut immédiatement épris, à tel point qu'il abandonna son épouse restée à Rome pour suivre Cléopâtre à Alexandrie, où leur relation prit la forme d'une idylle à part entière. Ensemble, ils eurent 3 enfants, et s'engagèrent dans un conflit majeur contre Octave, fils adoptif de César, dans une lutte acharnée pour le contrôle de l'Empire romain. La dernière apparition de Cléopâtre eut lieu dans son mausolée, paré de tout le faste royal. Un diadème ornant son front, étendu sur ce que Plutarque décrivit comme un lit d'or. Après leur défaite à Actium, les troupes d'Octave marchèrent sur Alexandrie. Consciente que la fin approchait, la reine se retrancha dans son mausolée, entourée d'or, d'argent, de perles et d'œuvres d'art. Plutôt que de voir ses trésors tomber aux mains des Romains, elle menaça de les réduire en cendres. Antoine, refusant de son côté de tomber vivant entre les mains des Romains, se frappa de son propre glaive. Toutefois, avant d'expirer, il fut transporté auprès de Cléopâtre. Elle le serra contre elle tandis qu'il rendait son dernier souffle. Un peu plus d'1 semaine plus tard, Cléopâtre prit sa décision. Plutôt que de souffrir l'humiliation d'être paradée comme prisonnière d'Octave, elle mit fin à ses jours. Selon la légende, elle succomba à la morsure d'un aspic, bien que les sources historiques restent floues sur ce point. Elle n'avait alors que 39 ans, une existence qui, somme toute, fut assez bien remplie.